La poussière collait encore à ses jambes lorsque le terrain s'est vidé dans l'obscurité de Rosario. Les autres enfants étaient déjà rentrés depuis longtemps, appelés par des voix fatiguées derrière les fenêtres entr'ouvertes. Mais Lionel Messi restait là, seul au milieu du silence, le ballon coincé contre son pied gauche comme si quelqu'un allait essayer de le lui arracher. À cette époque, personne ne parlait encore de génie, personne n'imaginait des stades immenses scandant son nom ou des finales capables d'arrêter le monde entier pendant 90 minutes. Dans les rues modestes du quartier de Las Heras, il n'était qu'un enfant discret, presque effacé, avec ce regard étrange des gamins qui semblent observer la vie depuis un endroit inaccessible aux autres. Pourtant, quelque chose troublait déjà ceux qui le regardaient jouer, pas seulement son talent, il y avait une forme de calme irréel dans sa manière de toucher le ballon, comme si le football ralentissait autour de lui. Comme si, au milieu du chaos, lui seul connaissait déjà la suite de l'histoire. Le 24 juin 1987, l'Argentine traverse encore les secousses économiques et les blessures invisibles laissées par des années difficiles lorsque naît Lionel Andrés Messi. Son père, Georges, passe ses journées dans une usine métallurgique, mais sa mère, Célia, travaille dur pour maintenir un équilibre fragile dans une maison où l'argent manque souvent sans jamais être évoqué trop longtemps. La famille vit simplement, sans illusion de grandeur. Les repas sont modestes, les journées parfois lourdes de fatigue, mais au milieu de cette routine discrète apparaît rapidement un enfant impossible à ignorer. Petit, timide, presque silencieux, Lionel change complètement dès qu'un ballon roule jusqu'à lui. Ses gestes deviennent instinctifs, naturels, presque inquiétants pour un garçon de cet âge. À 4 ans, pendant que les autres enfants courent sans réfléchir, lui semble déjà comprendre les espaces invisibles entre les joueurs, les trajectoires futures, les mouvements avant qu'ils n'existent réellement. Certains adultes restent quelques secondes sans parler après l'avoir vu dribbler, non pas parce qu'ils marquent beaucoup, mais parce qu'ils ont l'impression de voir un enfant jouer avec une logique qui ne devrait pas encore lui appartenir. Au club de Grandoli, pourtant, personne n'est immédiatement convaincu. Le garçon paraît trop petit, trop fragile, presque perdu au milieu des autres enfants. Certains hésitent même à le laisser entrer sur le terrain, puis sa grand-mère intervient. Célia, cette femme au regard déterminé qui deviendra le refuge émotionnel de toute son enfance, fixe les adultes avec une irritation discrète avant de demander qu'on laisse simplement jouer Léo. Quelques minutes plus tard, le match commence. Et quelque chose change immédiatement dans l'atmosphère. Le petit garçon traverse les défenseurs avec une facilité absurde. Les dribbles semblent impossibles. Le ballon reste collé à lui comme une extension naturelle de son corps. Autour du terrain, les conversations s'arrêtent progressivement. Certains parents sourient nerveusement. D'autres restent immobiles, presque dérangés par ce qu'ils viennent de voir. Des années plus tard, beaucoup raconteront exactement la même sensation. Ce jour-là, il ne ressemblait déjà plus aux autres enfants, pas parce qu'il était plus fort physiquement, au contraire, mais parce qu'il jouait comme quelqu'un qui entendait une musique inaccessible au reste du monde. Partie 2, avec le temps, les terrains poussiéreux de Rosario deviennent trop petits pour contenir ce qui grandit à l'intérieur de Lionel Messi. Partout où il joue, le même silence finit toujours par apparaître. Ce silence particulier des adultes qui cessent soudain de discuter pour regarder un enfant faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement. Dans les petits tournois locaux, les parents restent après les matchs simplement pour observer ce garçon minuscule jongler avec le ballon sous les lumières fatiguées des projecteurs. À l'école, tous les enfants veulent l'avoir dans leur équipe. Certains parlent déjà de lui comme d'un phénomène, mais dans la maison des Messi, personne n'ose utiliser de grands mots. La vie continue avec ses factures, ses inquiétudes discrètes et cette sensation permanente que tout peut basculer du jour au lendemain. Pourtant, au milieu de cette fragilité, une personne refuse absolument de douter. Sa grand-mère, Célia, devient sa première véritable supportrice, presque une gardienne invisible de son destin. Elle l'emmène aux entraînements, le protège des critiques, insiste auprès des entraîneurs lorsqu'ils hésitent encore à faire jouer ce petit garçon trop maigre pour son âge. Depuis les tribunes improvisées, sa voix résonne souvent, avant même le début des matchs. Faites entrer Léo. Et presque chaque fois, le match change immédiatement. Pour Lionel, le football devient rapidement plus qu'un jeu. C'est un refuge.
Le seul endroit où la pauvreté semble disparaître pendant quelques instants, lorsqu'il a le ballon, les inquiétudes de ses parents n'existent plus, les murs modestes de la maison s'effacent et même le bruit de la ville paraît lointain. Sur le terrain, il ne semble jamais intimidé, il dribble des garçons plus grands, plus rapides, plus puissants, avec une tranquillité presque déconcertante, comme s'il jouait seul dans son propre rythme intérieur. Pourtant, derrière cette ascension silencieuse, quelque chose commence peu à peu à inquiéter les adultes autour de lui. Les années passent, mais son corps ne suit pas. À 10 ans, alors que ses coéquipiers grandissent normalement, Messi reste bloqué dans une silhouette d'enfant. Les regards changent. Certains entraîneurs commencent à murmurer que le talent ne suffira peut-être pas. Dans le football argentin, brutal et physique, la taille compte énormément. Et ce garçon qui semble toucher le ciel avec un ballon paraît incapable de grandir. Le diagnostic tombe finalement comme une phrase suspendue dans une pièce devenue soudain trop silencieuse. Déficit en hormones de croissance. Les médecins expliquent calmement que sans traitement, il pourrait ne jamais dépasser 1,50 m. Pour beaucoup, ce n'est qu'un problème médical. Pour la famille Messi, c'est un tremblement de terre invisible, car derrière les mots techniques se cache une réalité beaucoup plus brutale. Les injections nécessaires coûtent près de $900 par mois, une somme inimaginable pour une famille ouvrière de Rosario. Au début, l'assurance liée au travail de son père aide encore un peu, puis l'aide s'arrête brutalement et tout devient fragile. Les nuits se remplissent de millions de calculs impossibles, de conversations murmurées pour que les enfants n'entendent pas, de silence lourd autour de la table. Pourtant, au milieu de cette peur grandissante, Lionel ne se plaint presque jamais. Certaines nuits, lorsqu'il dort chez des amis ou de la famille, il se réveille seul pour faire ses injections, sans drame, sans colère, comme si cette douleur faisait naturellement partie de sa vie. Les autres enfants, trouvant cela étrange, lui pensent seulement à une chose, retourner jouer le lendemain. Partie 3. À mesure que les traitements deviennent plus difficiles à financer, une étrange sensation d'urgence commence à entourer la vie de Lionel Messi. Rosario continue de parler du petit gaucher comme d'un prodige, mais dans l'intimité de la famille, le mot « avenir » devient presque douloureux à prononcer. Car le football, dans l'Argentine de cette époque, ne pardonne rien. Les clubs admirent le talent, puis regardent immédiatement le physique. Et chaque fois que Lionel entre sur le terrain, deux réalités semblent s'affronter sous les mêmes projecteurs. D'un côté, ce génie presque irréel, capable de traverser une équipe entière sans perdre le ballon. De l'autre, ce corps fragile qui refuse obstinément de grandir. Pourtant, lui continue de jouer avec la même innocence féroce. Comme si la peur n'existait pas encore, comme si son rêve était déjà plus fort que les limites que les adultes voyaient partout autour de lui. À Newell's Old Boys, où il brille désormais parmi les jeunes talents du pays, les entraîneurs comprennent rapidement qu'ils ont devant eux quelque chose d'extraordinaire. Les statistiques deviennent absurdes. Les buts s'accumulent à une vitesse qui dépasse l'entendement pour un enfant de son âge. Certains week-ends, les spectateurs viennent uniquement pour le voir jouer quelques minutes. Les défenseurs essayent de le bousculer, de l'intimider physiquement, mais rien ne semble réellement l'atteindre. Il tombe, se relève immédiatement, reprend sa course sans un mot. Un ancien entraîneur, amusé par sa petite taille, lui lance un jour un défi presque moqueur, un paquet de biscuits au chocolat pour chaque but marqué de la tête. Tout le monde rit, persuadé que cela n'arrivera jamais. Lors du match suivant, Messi dribble plusieurs joueurs, soulève délicatement le ballon au-dessus du gardien, puis termine l'action de la tête avant de regarder son coach avec ce sourire discret que seuls les enfants savent avoir lorsqu'ils viennent de prouver quelque chose sans chercher à humilier personne. Même très jeune, il semblait déjà incapable d'accepter qu'une limite lui soit imposée. Mais pendant que les terrains célèbrent son talent, la réalité financière continue d'écraser lentement sa famille. Newell's tente d'aider à payer les traitements, mais l'Argentine traverse alors une crise économique brutale. L'argent disparaît partout, les promesses aussi. Chaque mois devient une bataille silencieuse pour continuer les injections. George Messi cherche des solutions, appelle des clubs, rencontre des recruteurs, essaye de convaincre des dirigeants que ce garçon minuscule vaut
bien plus que son apparence fragile. Puis vient l'intérêt de River Plate. Pendant un instant, l'espoir renaît presque immédiatement. Les recruteurs sont fascinés, certains comprennent dès les premières minutes qu'ils regardent un joueur différent. Mais les discussions s'enlisent dans les complications administratives, les hésitations financières, les délais absurdes. Le temps passe trop vite. Et pendant que les adultes parlent autour des bureaux, le corps de Lionel continue sa lutte silencieuse contre lui-même. Personne ne le sait encore, mais à cet instant précis, l'un des plus grands talents de l'histoire du football est tout près de disparaître avant même d'avoir réellement commencé. Partie 4, c'est souvent ainsi que les destins basculent, pas dans le bruit, pas dans les grands moments héroïques que les films aiment montrer, mais dans des bureaux silencieux au milieu de conversations hésitantes, de billets d'avion trop chers et de parents qui essaient de cacher leur peur devant leurs enfants. À Rosario, la situation devient de plus en plus étouffante pour la famille Messi. Les traitements de Lionel ne peuvent plus attendre et malgré son talent devenu presque impossible à ignorer, aucune solution durable n'apparaît en Argentine. Certains proches commencent même à conseiller à Georges et Célia d'abandonner l'idée du football professionnel. Après tous, combien d'enfants prodiges disparaissent avant d'atteindre l'âge adulte? Combien de rêves meurent simplement parce que le corps ne suit pas? Pourtant, au milieu de ce doute collectif, une conviction étrange continue d'habiter la famille. Lorsqu'ils regardent jouer leur fils, ils ont la sensation que renoncer serait une forme d'injustice impossible à accepter. C'est alors qu'un nom apparaît presque par hasard dans les discussions. Barcelone, à l'époque, le club catalan possède déjà l'une des meilleures formations du monde, mais personne n'imagine réellement qu'il puisse s'intéresser à un garçon argentin de 13 ans, malade, minuscule et vivant à des milliers de kilomètres. Pourtant, grâce à quelques contacts et à des vidéos circulant discrètement entre recruteurs, l'idée commence à prendre forme, une invitation finit par arriver. Rien de spectaculaire, aucun accueil de star. Seulement une opportunité fragile, suspendue à quelques entraînements et à l'impression qu'il laissera aux dirigeants du club. Lorsque Lionel Messi monte dans l'avion avec son père pour l'Espagne, il quitte bien plus qu'un pays, il laisse derrière lui ses amis. Ses rues poussiéreuses, les terrains de son enfance et surtout cette grand-mère qui avait été la première à voir en lui quelque chose que les autres refusaient encore de croire. Dans les semaines précédant le départ, il dort peu, pas parce qu'il a peur de l'échec, mais parce qu'au fond de lui, il comprend déjà qu'il ne reviendra peut-être jamais vivre la même vie. À Barcelone, tout paraît immense. Les bâtiments, les voitures, les centres d'entraînement, même le silence semble différent. Lors du premier essai avec les jeunes du Barça, les entraîneurs observent d'abord ce garçon timide, au corps presque fragile, avec une certaine perplexité. Puis le ballon arrive jusqu'à lui. Et en quelques secondes, l'atmosphère change complètement, les accélérations sont fulgurantes, les dribbles semblent irréels, les autres jeunes paraissent soudain jouer un football différent du sien, plus lent, plus prévisible. Karl Rexach, l'un des responsables sportifs du club, comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Le problème pourtant reste le même. Sa taille, son traitement médical, le coût énorme que cela représente. Les discussions deviennent tendues, le Barça hésite. Le temps continue de s'écouler dangereusement, puis, dans une scène devenue presque mythique, Rexach finit par rédiger un accord improvisé sur une simple serviette en papier, promettant que le club prendra en charge Messi. Ce n'est qu'un morceau de papier griffonné à la hâte dans un restaurant de Barcelone, mais sans que personne autour de cette table ne le réalise encore, ce geste vient probablement de changer l'histoire entière du football moderne. Partie 5, le plus difficile commence pourtant après la signature, car quitter Rosario ne signifie pas seulement changer de club. Pour Lionel Messi, c'est une rupture brutale avec le seul monde qu'il ait jamais connu. À 13 ans, il arrive en Catalogne avec un accent argentin très marqué, un corps encore fragile, et cette timidité presque maladive qui le pousse souvent à baisser les yeux lorsqu'on lui parle. La Masia, le célèbre centre de formation du Barça, impressionne immédiatement le jeune garçon. Tout y paraît organisé,
organisé, discipliné, presque froid comparé au chaos vivant des rues argentines. Les journées commencent tôt, les entraînements sont intenses. Chaque joueur rêve secrètement de devenir le prochain grand nom du club. Et au milieu de cette concurrence permanente, Messi semble parfois disparaître. Il parle peu, mange rapidement, téléphone souvent à sa famille restée en Argentine. Certaines saines nuits, la solitude devient si lourde qu'il pleure discrètement dans sa chambre avant de dormir. Ceux qui le croisent à cette époque décrivent un adolescent réservé, presque invisible, hors du terrain, mais dès que le ballon touche son pied gauche, quelque chose d'inexplicable réapparaît immédiatement. Très vite, les entraîneurs du Barça comprennent qu'ils ne travaillent pas avec un jeune talent ordinaire. Les autres garçons de la Masia sont excellents. Lui paraît venir d'un autre rythme. Lors des matchs d'entraînement, il traverse les défenses avec une facilité déconcertante. Les plus âgés essaient de le provoquer physiquement, parfois violemment, convaincus que ce petit Argentin ne résistera pas longtemps, mais chaque coup semble seulement renforcer sa détermination silencieuse. Il tombe, se relève sans protester, puis repart dribbler le même joueur quelques secondes plus tard. Les éducateurs observent aussi autre chose, cette obsession presque maladive du ballon. Après les séances, alors que les autres jeunes rentrent se reposer, Lionel reste souvent seul sur le terrain pour continuer à dribbler entre des plots imaginaires sous les lumières du centre d'entraînement, comme s'il avait peur que tout disparaisse s'il s'arrêtait une seule journée. Pendant ce temps, les injections continuent. Chaque soir ou presque, cette routine médicale lui rappelle que son rêve repose encore sur quelque chose de fragile. Le Barça prend désormais en charge le traitement, mais le processus est long, douloureux, épuisant. Son corps change lentement. Trop lentement parfois pour calmer les doutes de certains dirigeants, car même au sein du club, tout le monde n'est pas convaincu qu'un garçon aussi petit puisse un jour survivre au plus haut niveau du football européen. Pourtant, match après match, les certitudes commencent à s'effondrer, les statistiques deviennent absurdes. Les entraîneurs des équipes adverses demandent parfois l'âge réel de ce jeune joueur incapable d'être arrêté. Dans les couloirs du club, les murmures se multiplient. Certains parlent déjà d'un futur immense, d'autres préfèrent rester prudents, presque superstitieux, comme s'ils avaient peur de prononcer trop tôt le mot génie. Mais au fond, une vérité commence doucement à s'imposer dans les regards. Le petit garçon malade arrivé de Rosario n'est plus simplement un espoir prometteur. Il devient peu à peu quelque chose de beaucoup plus rare. Un joueur capable de transformer la manière même dont les gens regardent le football. Partie 6, à mesure que les années passent à Barcelone, le corps de Lionel Messi finit enfin par suivre le rythme de son talent. Lentement, presque discrètement, les traitements commencent à produire leurs effets et ce garçon qui semblait condamné à rester prisonnier d'une silhouette d'enfant gagne peu à peu en puissance sans jamais perdre cette légèreté irréelle dans ses mouvements. Pourtant, ce n'est pas sa transformation physique qui marque le plus ceux qui l'observent quotidiennement. C'est son obsession silencieuse. À la Masia, certains éducateurs racontent qu'il existait chez lui une concentration presque inquiétante pour un adolescent. Là où d'autres jeunes rêvaient déjà de voitures, de célébrités ou de contrats professionnels, Messi semblait n'avoir besoin que d'un ballon et d'un espace vide pour être heureux. Il parlait peu de l'avenir, peu de lui-même, comme si toute son identité passait uniquement par ce qu'il faisait sur le terrain. Mais derrière cette ascension fulgurante, une douleur continue de l'accompagner en permanence, l'absence. Rosario lui manque profondément. Sa famille lui manque. L'odeur des rues après la pluie, les repas simples autour de la table, les voix familières entendues depuis la fenêtre ouverte de la maison, tout cela reste vivant dans son esprit. Certaines soirées, après les entraînements, il téléphone longuement à sa mère avant de rester silencieux plusieurs minutes, une fois l'appel terminé. Plusieurs personnes si proches du club diront plus tard qu'il n'était pas rare de voir ce jeune prodige enfermé dans une solitude étrange, presque mélancolique, car le prix du rêve commence déjà à apparaître. À 13 ans, alors que d'autres adolescents découvrent encore tranquillement leur enfance, Lionel vit déjà comme quelqu'un qui a quitté une partie de sa vie derrière lui pour toujours. Sur le terrain, pourtant, le doute disparaît progressivement. Les catégories de jeunes deviennent trop petites pour lui.
Chaque match semble produire une nouvelle histoire impossible. Un slalom à travers toute une défense. Un ballon piqué au-dessus du gardien sans lever les yeux, une accélération brutale qui laisse plusieurs joueurs immobiles, comme figés dans le temps. Les entraîneurs commencent à protéger le jeune Argentin, conscients qu'il possède peut-être un talent unique. Même les joueurs plus âgés du club entendent parler de ce gamin silencieux, capable d'humilier des équipes entières, sans jamais célébrer avec arrogance, car c'est aussi cela qui frappe ceux qu'il rencontre. Malgré son génie évident, Messi garde cette retenue presque enfantine, cette impression étrange qu'il ne réalise pas encore complètement ce qu'il est en train de devenir, puis vient un moment que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le véritable début de la légende. Lors d'un entraînement avec les professionnels du Barça, plusieurs stars du club assistent pour la première fois aux actions du jeune Argentin. Certains sourient au départ en voyant ce garçon minuscule arriver parmi eux. Quelques minutes plus tard, les sourires disparaissent, car même entouré des meilleurs joueurs du pays, où Lionel Messi semble jouer avec une facilité déconcertante. Ronaldinho lui-même, déjà immense star mondiale à cette époque, remarque immédiatement quelque chose de différent chez ce jeune adolescent réservé. Très vite, une phrase commence à circuler discrètement dans les couloirs du Camp Nou. Le futur du Barça, peut-être déjà là, et laissant que le monde ne le sache encore, l'histoire du football est sur le point de changer définitivement. Partie 7, le 16 octobre 2004, le Camp Nou découvre enfin le visage du garçon dont tout le monde parle en interne depuis des mois, à seulement 17 ans. 17 ans, Lionel Messi entre sur la pelouse avec une silhouette encore frêle et ce regard timide qui contraste presque violemment avec l'attente qui l'entoure déjà. Dans les tribunes, personne n'imagine encore que ce jeune Argentin deviendra le plus grand symbole de l'histoire moderne du club. Mais dès ses premières accélérations, quelque chose saute aux yeux. Le ballon semble lui obéir différemment. Très vite, Ronaldinho le prend sous son aile. Entre les deux hommes, une relation presque fraternelle se crée. Ronaldinho protège le jeune Argentin, lui enlève une partie de la pression et comprend avant beaucoup d'autres que ce garçon silencieux possède un talent capable de dépasser tout ce que le football a connu jusque-là. En 2005, lorsque Messi inscrit son premier but professionnel sur une passe lobée du Brésilien, le Camp Nou explose. L'image paraît presque symbolique. Une star mondiale transmettant discrètement le flambeau à celui qui dominera bientôt toute une génération. Puis tout s'accélère. Sous Pep Guardiola, Barcelone devient une machine presque irréelle et au centre de ce football hypnotique se trouve désormais Messi. Les titres s'enchaînent, les défenses européennes semblent incapables de comprendre comment arrêter ce joueur capable de changer un match en quelques secondes. Chaque saison produit son lot d'images devenues mythiques. Les slaloms impossibles, les buts contre le Real Madrid, les finales de Ligue des Champions, les ballons d'or qui commencent à s'accumuler comme si la normalité elle-même avait changé. Mais derrière les trophées, une autre réalité existe, plus lourde, plus intime. En Argentine, une partie du pays lui reproche encore de ne pas être Diego Maradona. Certains le trouvent trop silencieux, trop européen, pas assez émotionnel. Chaque défaite affectée avec la sélection devient une blessure nationale. Et pour la première fois de sa vie, Messi semble porter quelque chose de plus grand que le football, le poids impossible des attentes d'un peuple entier. Les finales perdues s'accumulent alors comme des cicatrices. Coupe du Monde 2014. Copa América 2015, Copa América 2016. Après une nouvelle défaite contre le Chili, il annonce même brièvement sa retraite internationale. Cette nuit-là, son visage paraît épuisé, presque vide, comme si toutes les années de pression avaient fini par le rattraper d'un seul coup. Pourtant, il revient. Encore, parce qu'au fond, le petit garçon de Rosario n'a jamais appris à abandonner. En 2021, il remporte enfin la Copa América avec l'Argentine au Maracana. Puis vient le Qatar, décembre 2022. La finale de Coupe du Monde contre la France ressemble à un scénario trop intense pour être réel. Lorsque l'arbitre siffle enfin la fin du match, Lionel Messi reste quelques secondes immobile avant de lever les yeux vers le ciel, comme s'il pensait à tous ceux qui avaient traversé cette histoire avec lui, sa grand-mère, ses parents, les terrains poussiéreux de Rosario, l'enfant malade qui faisait ses injections seul dans le silence de la nuit.
À cet instant précis, le football entier comprend quelque chose de rare. Certaines légendes ne deviennent pas immortelles uniquement grâce au talent, mais parce qu'elles ont survécu à tout ce qui aurait dû les empêcher d'exister. Partie 8. Fin après le Qatar, quelque chose change définitivement dans le regard du monde sur Lionel Messi. Pendant des années, les débats n'avaient jamais cessé. Était-il vraiment le plus grand? Pouvait-il atteindre l'ombre immense de Diego Maradona? Lui manquait-il encore cette Coupe du Monde pour entrer dans l'éternité? Puis, en une soirée brûlante de décembre 2022, toutes ces questions disparaissent presque d'un seul coup. Les images de Messi portant le trophée traversent immédiatement la planète, mais derrière la célébration, derrière les chants et les lumières, il y a surtout un homme de 35 ans qui semble enfin respirer après une vie entière passée sous pression. Son sourire cette nuit-là paraît différent. Plus calme, presque soulagé, comme si le petit garçon de Rosario venait enfin de déposer le poids qu'il transportait depuis l'enfance. Quelques mois plus tard, lorsqu'il quitte Paris Saint-Germain pour rejoindre Inter Miami CF, beaucoup y voient la fin progressive d'une époque. Pourtant, partout où il joue encore, le même phénomène continue de se produire. Les stades se remplissent, les enfants portent son numéro dans toutes les langues du monde, et même après 2 décennies au plus haut niveau, chaque touche de balle semble encore provoquer cette seconde de silence suspendu qui accompagnait déjà ses dribbles sur les terrains poussiéreux de Rosario. Car au fond, Messi n'a jamais vraiment changé. Il est resté ce garçon réservé qui préfère laisser parler le football à sa place. Un homme incapable d'aimer la lumière autant que le monde aime la projeter sur lui. Aujourd'hui, ceux qui racontent son histoire parlent souvent des trophées, des records, des 8 ballons d'or ou des statistiques devenues presque irréelles. Mais ce n'est peut-être pas là que réside la véritable grandeur de Lionel Messi. Sa véritable histoire commence bien avant les finales et les cérémonies. Elle commence dans une maison modeste d'Argentine, avec une famille qui refuse d'abandonner un enfant malade. Elle commence avec une grand-mère criant depuis le bord d'un terrain pour qu'on laisse enfin jouer son petit-fils. Elle commence avec des injections douloureuses faites dans le silence de la nuit pendant que le reste du monde dormait encore. Et peut-être que c'est précisément pour cela que des millions de personnes se reconnaissent en lui. Parce qu'avant d'être une icône mondiale, Messi a longtemps été un enfant fragile à qui la vie répétait constamment qu'il était trop petit, trop faible, trop différent pour survivre au plus haut niveau. Pourtant, il a continué d'avancer, encore et encore, jusqu'à transformer ce qui ressemblait au départ à une faiblesse en l'une des plus grandes légendes que le sport ait jamais connue.